Bien, bonjour à toutes et à tous. Juste pour rappel, ce conseil municipal était prévu à 15 heures, mais suite au décès de Monsieur Héninger, on a souhaité l'avancer à 13h30 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de suivre et le conseil municipal et la cérémonie d'obsèques. Nous sommes 9 conseillers municipaux présents. Nous avons 2 procurations, une de Dominique Tormann en faveur d'Émeric Lamy et une de Gabriel Cogent-Prigent en faveur de Dominique Sichet. Donc nous pouvons délibérer sans problème. Au niveau du secrétaire de séance, c'était normalement Dominique Tormann, mais compte tenu de son absence, on redémarre un tour. Est-ce que Émeric, tu accepterais d'être secrétaire de séance? Non, parce que force est de constater qu'on n'a pas la même opinion sur la tenue des débats, sur la rédaction des débats. Très bien. Je vais m'abstenir là. Très bien. Est-ce que ça sera un statut permanent? Oui. Je sais. Enfin, on verra, suivant Savoir si on vous le demande à chaque conseil ou si on vous le demande. Oui. Très bien. Donc la personne suivante, c'est Charlotte. Est-ce que tu accepterais? Ok. Est-ce que le conseil municipal est d'accord pour que Charlotte soit la secrétaire de séance? Qui vote pour? Merci. Nous pouvons commencer à dérouler l'ordre du jour, qui est assez restreint aujourd'hui, mais il y avait 2-3 décisions qui devaient être prises pour tenir des délais vis-à-vis d'organismes extérieurs. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2024. Je vous rappelle que lors du dernier conseil, le 14 octobre 2024, la proposition de procès-verbal avait fait l'objet de commentaires. On a donc préparé une nouvelle version de ce procès-verbal du 15 juillet 2024. Nous n'avons pas reçu de commentaires suite à l'émission des documents de travail. Est-ce que vous souhaitez faire des commentaires maintenant? Oui, bien sûr. Sans refaire l'histoire à nouveau, j'étais secrétaire de séance pour cette séance du 15 juillet 2024. Nous avons évoqué ce point le 14 octobre et notre position n'a pas changé. Les débats relatifs à ces échanges lors de notre dernière séance ne sont d'ailleurs pas totalement repris. Nous voterons naturellement contre et en tirerons les conséquences. Très bien. Je note votre point de vue. Je pense qu'il serait possible, il vous serait tout à fait possible de faire des commentaires en amont du conseil et qu'on aurait pu incorporer. Le commentaire, on l'a fait en séance la dernière fois de façon extensive. J'allais pas faire un commentaire par écrit alors que je l'ai fait très directement au conseil la dernière fois. Il y a des limites. Alors, je sais que nos paroles en conseil municipal ne valent pas grand-chose puisqu'il faut les réitérer par écrit. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler la dernière fois, mais il y a quand même des limites. Je note quand même que ce procès-verbal, dans une version raccourcie, fait 20 pages. 20 pages de procès-verbal. Ce qui me paraît refléter effectivement la teneur de débat. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote pour l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 juillet 2024? Qui vote pour? Très bien. Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Donc, ce procès-verbal est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 octobre 2024. Donc, le dernier conseil municipal qui a eu lieu. Nous avons proposé un texte pour ce procès-verbal. Nous n'avons pas reçu de commentaires. Est-ce que certains veulent faire des commentaires en séance? Bon, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 octobre 2024? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc ce procès-verbal est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. Le troisième point à l'ordre du jour,
de ce Conseil, c'est l'approbation des tarifs communaux 2025. Alors, je vous rappelle que, comme d'habitude, nous essayons de voter ces tarifs communaux avant le 1er janvier 2025, de manière à ce que tous ces tarifs puissent être mis en œuvre dès le 1er janvier. Et vous aurez vu aussi que le point numéro 4, c'est l'approbation des tarifs communaux 2025 sur l'eau et l'assainissement collectif. C'est dû à une situation particulière compte tenu de la négociation d'une nouvelle DSP d'une part et de changement d'application de certaines redevances par l'Agence de l'eau d'autre part. Donc on traitera séparément des tarifs eau et assainissement collectif au point suivant de l'ordre du jour. En ce qui concerne les tarifs communaux, on va dire généraux 2025, je passe la parole à Dominique Sichet. Eh ben, donc, on vous a fait une proposition pour les tarifs 2025 avec en général une augmentation de 3% donc, sur les tarifs 2024, excepté pour quelques tarifs, notamment au niveau administratif, les photocopies, choses comme ça, qui sont restés au même niveau qu'aux tarifs 2024. Également au niveau des tarifs portuaires qui eux donc sont décidés au niveau du conseil portuaire, il y a donc une augmentation de 2%. Voilà, il y a juste au niveau du SPANC où on a arrondi au tarif supérieur pour le SPANC, comme on sait que le budget du SPANC est toujours limite au niveau équilibre, donc on a augmenté un tout petit peu plus le tarif du SPANC pour les visites, donc pour les assainissements collectifs. Et en règle générale, c'est donc une augmentation de 3% sur les tarifs 2024. Est-ce que quelqu'un a des commentaires, Ouais. questions? Oui. J'ai une interrogation par rapport à l'application de la participation pour la destruction des nids de frelons. En fait, je me posais la question si ça aurait un impact sur le nombre de nids déclarés ou est-ce que des gens s'opposeraient à leur destruction parce qu'ils ne veulent pas payer pour un nid qui est sur leur terrain, mais je ne sais pas si on a eu des... Alors, on n'a eu aucune obstruction à la destruction d'un nid sur un terrain particulier et on a une augmentation du nombre de destructions de nids en 2024 par rapport à 2023. Donc, la décision d'instaurer une participation était due au fait qu'il y avait déjà une charge notable pour la commune et cette charge est toujours en augmentation parce que le nombre de nids à détruire est important. Et cette année particulièrement en fin de saison. Et on a encore détruit des nids il y a une dizaine de jours. Et en général, chaque fois qu'on fait intervenir le sous-traitant qui fait ses interventions, actuellement, c'est 4 à 5 nids qui sont traités à chaque fois. Donc, on n'a pas du tout éradiqué le problème du frelon asiatique sur l'île actuellement. Au contraire. Donc, je pense que la décision qui avait été prise maintenant il y a un an de faire participer les gens permet à la commune de supporter un peu moins les coûts et n'a pas d'influence sur la déclaration. Ok. D'autres Oui, nous n'avons pas de tableau d'évolution. C'est juste le rapport de cette année. On ne voit pas l'année dernière. Alors nous, on a fait le rapport. Les augmentations sont quand même assez élevées en pourcentage. Non, sauf ces 3% à L'inflation, pardon, plus que l'inflation. Ah, c'est ce que vous voulez dire, d'accord. Oui, c'est le fond. D'accord. On aurait pu avoir un tableau qui reprenait directement les 2 années précédentes ou autres. Là, on a juste le tableau 2025, on ne voit pas l'évolution par rapport à l'année dernière, par exemple, ou en 2024. Dans le document pour l'année prochaine, je mets 2024. C'est ce qu'on avait précédemment, en fait. Ouais. D'accord, mais Dominique vous a confirmé, d'une manière générale, c'est 3%. Oui. Alors ça, on peut considérer que c'est un peu supérieur à l'inflation. C'est largement supérieur à l'inflation. 1,2 parce que c'est 1,8 l'inflation. L'inflation à fin octobre est à 1 sur 12 mois glissants. J'avais pas cette information-là. On est très supérieur à l'inflation. Écoutez, c'est la proposition qu'on fait
On vous remettra le tableau avec les variations, mais vous pourrez vérifier, on va appliquer la formule d'une manière relativement régulière sur tous les tarifs. Je propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation des tarifs communaux 2025 tels que présentés? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, donc cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 voix contre. Alors, le point suivant, c'est l'approbation des tarifs communaux 2025, donc eau et assainissement collectif. Donc, on les a traités séparément parce que cette année, c'est un cas particulier. Compte tenu donc de la négociation de la nouvelle DSP, qui interviendra à partir du 1er 2025, d'une part, et dû au changement des règles sur les redevances perçues par l'Agence de l'eau, qui a modifié les systèmes qu'elle a en place. Jusqu'à présent, les redevances de l'eau étaient perçues sur votre facture par le prestataire et reversées directement à l'Agence de l'eau, et la commune était entièrement transparente dans cette affaire. Il a été décidé de supprimer les 2 redevances actuelles qui étaient perçues pour l'Agence de l'eau et d'en créer 3 nouvelles. La première, c'est sur la consommation d'eau potable, et c'est une redevance qui est fixée pour l'année 2025 à 0,33 € par mètre cube. La deuxième sur la performance des réseaux d'eau potable, avec une redevance à 0,02 € par mètre cube en 2024. Et comme on parle de performance des réseaux d'eau potable, il y aura une évolution dans les années à venir sur cette redevance en fonction de la performance réelle des réseaux de la commune. De la même manière, il y a une redevance qui est instituée pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, qui est à hauteur de 0,084 € par mètre cube. Et de la même manière, cette redevance sera sujette à ajustement en fonction de la performance des systèmes de réseau. La complexité vient du fait que la redevance sur la consommation d'eau potable sera bien collectée sur la facture d'eau qui sera préparée par le nouveau prestataire et reversée par ce prestataire à l'Agence de l'eau, comme ça se faisait jusqu'à présent. Par contre, les 2 redevances pour la performance des réseaux et la performance des systèmes d'assainissement seront maintenant à la charge de la collectivité. Et c'est donc la collectivité qui paiera ces redevances à l'Agence de l'eau. Il est donc nécessaire d'inclure l'impact de ces redevances dans la partie communale des tarifs de l'eau. Donc, lors de la prochaine séance du Conseil, il y aura un chapitre important qui sera consacré à la nouvelle DSP, et une fois qu'on aura choisi le nouveau prestataire et qu'on aura défini un certain nombre de nouvelles règles qu'on pense mettre en œuvre, on pourra définir un certain nombre de tarifs qui seront applicables. Par contre, il y en a certains sur lesquels on peut dès à présent statuer. Ce sont les tarifs sur les abonnements pour la part communale et les tarifs communaux sur la consommation basse saison et haute saison pour l'eau potable. Pour l'assainissement collectif, on peut voter la redevance fixe de l'assainissement par communal et on peut voter la partie et voilà. Et on ne pourra pas voter aujourd'hui la redevance par variable pour l'assainissement. On a adopté le même principe que sur les autres tarifs, à savoir qu'on a pris une augmentation du tarif de 3%, auquel on a rajouté les impacts de ces deux nouvelles redevances que la commune devra payer pour chacun des utilisateurs. Pour votre information,
au niveau de l'abonnement, pour l'eau potable, le tarif pour 2023 était de 39 €. Le calcul de 3% donne 40,17 et on vous propose 40,20 €. Donc c'est vraiment 3% qui sont appliqués. Pour le tarif de consommation, basse saison était à 0,26 €. Si on met les 3%, on passe à 0,27 €. Et il faut rajouter l'impact des deux nouvelles redevances et donc on propose un tarif à 0,30 €. Ça paraîtra peut-être un tout petit peu supérieur à l'application des 0,02 plus 0,084, mais c'est dû au fait qu'a priori l'agence de l'eau va nous facturer sur des quantités qui sont différentes des quantités que nous-mêmes nous facturons à nos administrés. Donc il y a un petit delta qui est pris en compte. On passe donc de 0,26 en 2024 à 0,30 € par mètre cube en 2025. De la même manière, on fait exactement la même chose sur le tarif haute saison et on passe de 1 € à 1,06 € par mètre cube hors taxe. Sur l'assainissement collectif pour la part fixe en 2024 était à 63,20 €. Le calcul des 3% donne 63,09 qui a été arrondi à 65,10 € hors taxe par an. Voilà, dernier point qui est un peu différent, c'est la PFAC, la fameuse PFAC, qui est quasiment qui n'est plus appelable que pour vraiment quelques usagers. On a décidé de la laisser au même tarif que l'année dernière, compte tenu du fait que les nouvelles tranches du réseau d'assainissement qui ont été réalisées 2018-2019, quasiment tout le monde est raccordé à l'exception de 4 à 5 personnes. Donc le prix au mètre carré n'a pas évolué. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Alors, oui, des questions. On est d'accord avec le principe l'eau paye l'eau, le principe étatique l'eau paye l'eau, instauré par l'État. Les dépenses de la commune doivent donc être équilibrées par les recettes perçues auprès des usagers des factures d'eau. Et ce principe est vrai aussi pour l'assainissement. Vous avez rappelé qu'il y a des DSP en cours, comme on a vu, qui donnent des résultats qui sont confidentiels pour un certain nombre de conseillers municipaux autour de la table. Moi, je les ai partagés avec personne. Ça va influer sur la facture d'eau, sur la facture d'assainissement. Et là, on a des éléments tout à fait partiels On a les éléments qui concernent la commune. Alors pourquoi on les a donnés maintenant et qu'on n'a pas attendu un mois de plus? Non, je peux... Oui. Parce que pour les parties abonnement, le prestataire en aura besoin pour la facture de janvier. Oui. Et si on avait fixé les tarifs qu'au mois de décembre, il avait demandé, d'ailleurs vous avez eu la lettre. Je comprends ça. Il se trouve que vous êtes passé un tout petit peu vite, mais je comprends, sur l'évolution des pourcentages. Sur la consommation basse saison, c'est 15,38 d'augmentation d'une année sur l'autre compte tenu d'un certain nombre de choses. Et sur la haute saison, c'est 6%. Ce qui est pas neutre. On n'est pas sur les 3, on est sur 3 pour l'abonnement par communal, 15 pour la basse saison et 6 pour la haute saison. Non, mais vous ne prenez pas en compte le fait qu'il y a des nouvelles redevances qui vont être à payer par la commune. Vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de ma remarque. Ça prend en compte un certain nombre de nouvelles redevances, mais on n'avait pas l'articulation pour pouvoir la regarder, la vérifier, la questionner. Donc sur ce point-là, on va s'abstenir. D'accord.
Ok. Ok. On a eu très très tardivement les éléments détaillés sur la manière dont seraient appliquées les nouvelles redevances pour la journée. Je comprends, mais avec 15,38 et 6%, et on est en phase avec le principe low pay low. Hein, donc il y a... Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, je propose de passer au vote. Donc, qui vote pour cette résolution numéro 4 sur les tarifs communaux 2025 pour l'eau et l'assainissement collectif? Qui vote pour? Qui s'abstient? Merci. Donc, cette délibération est approuvée par 8 voix pour et 3 abstentions. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'approbation pour la création de 2 emplois en contrat à durée déterminée, et ça s'adresse principalement aux services techniques. Je vais passer la parole à Julienne qui va expliquer pourquoi il faut qu'on crée ces 2 postes à ce moment de l'année. Donc, le service technique, il y a des postes vacants de titulaires qui ont été remplacés en CDD, accroissement temporaire d'activité par des contractuels. Afin de pouvoir continuer à les embaucher, il convient de créer les postes en CDD pour changer la nature du contrat. Ce seront donc des CDD d'1 an renouvelables au grade d'adjoint technique polyvalent. À l'échelon 2. Voilà. Et on crée ces postes parce qu'actuellement, on a 2 personnes qui sont en disponibilité et une personne qui est en arrêt maladie. Et pour l'instant, on va essayer de réduire d'une unité le nombre de personnes au service technique, compte tenu du fait qu'on a des coûts salariaux très élevés qui frôlent le maximum auquel on est autorisé. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Vous êtes face à un problème technique. Ok, mais on a besoin de l'approbation pour la création, donc on passe au vote. Qui est... J'ai juste un truc là. Ouais. Julienne parlait d'1 an renouvelable, puis il me semblait bien avoir vu, c'est marqué 3 ans là dans le. S'il y a une erreur d'un côté. Non. C'est la proposition de délibération du CDG qui est formulée comme cela. C'est 3 ans maximum. Ah, maximum. En fait. Nous, notre proposition, c'est 1 an renouvelable jusqu'à 6 années. Mais dans la formulation, on pourrait, si le Conseil choisissait, faire des contrats de 3 ans renouvelables de 3 ans. D'accord. Et dans tous les cas, on ne dépasse pas 6 années. Ok. Merci. Voilà. C'était pas une erreur. Je vais me poser la question. Ok, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation de la création donc, de 2 emplois en contrat à durée déterminée d'1 an pour les services techniques? Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, le point numéro 6, c'est la procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon. Donc je vous rappelle qu'on avait initié une procédure de reprise de concession dès l'année 2021 où on avait identifié un certain nombre de tombes qui passaient en état d'abandon. La procédure est très spécifique et relativement longue vu qu'elle court sur 3 ans et pendant 3 ans il faut qu'on confirme que ces concessions sont bien abandonnées. On a, comme je vous en avais informé dans les conseils précédents, on a fait les procès-verbaux de constat d'abandon en août 2024. Et donc, on peut dire aujourd'hui qu'on a effectivement 12 concessions au cimetière de l'église, 1 concession au cimetière marin 2A et 4 concessions au cimetière marin 2B. C'est-à-dire qu'au total, on récupère 17 concessions. Il faut savoir que dans la même période, il y a des gens qui nous ont avisé qu'ils ne souhaitaient pas d'eux-mêmes renouveler leurs concessions, donc elles ne sont pas abandonnées en tant que telles, mais la concession n'est pas renouvelée. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de prendre la délibération qui acte de ces 17 concessions
abandonnés. Et on vous fera un point bientôt sur l'ensemble des concessions à disposition de la commune pour d'éventuelles nouvelles demandes. Et on proposera de rediscuter un petit peu des conditions d'attribution des concessions. Mais on fera ça dans un deuxième temps. Je vous rappelle qu'on reste propriétaire des emplacements. Les concessions, dans le terme concession, on les met à disposition des gens pour un certain temps. Et que les concessionnaires, ils ont le devoir d'entretenir l'espace qui est mis à leur disposition. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Oui, un commentaire peut-être un peu long. Le sujet du cimetière est un sujet toujours délicat. On l'avait évoqué ici. Vous m'aviez proposé de regarder la liste des concessions qui pouvaient être reprises. Et dans la liste qui m'avait été adressée, il était indiqué que deux tombes Le Bozec ayant un intérêt patrimonial, c'est ce qui était dans le message qui accompagnait ce que j'avais reçu, seraient retirées de la liste. Ce qui n'est pas le cas. Le message était du secrétariat de mairie, la personne qui s'en occupait me dit bon, il peut y avoir de bonnes raisons pour ne pas les avoir retirées. Mais elles étaient considérées avant l'été comme patrimoniales. Là, elles ne le sont pas. Alors, peut-être elles ne le sont pas parce qu'il y a un arbuste imposant sur l'une et une croix cassée. Une croix cassée. Mais c'est un nom. Et d'ailleurs, parmi les noms qui sont indiqués là-dessus, c'est une page de Bréa qui se tourne quand on voit le Bozec, le Galou, Patier, Corrette, le Cam, Briand. Ça, c'est ma première remarque. Donc, pourquoi on a changé de position sur ces deux tombes d'intérêt patrimonial? Et puis, il y a deux noms. Il y a deux noms qui n'étaient pas sur la liste qui m'avait été transmise et qui sont là désormais. Pour être tout à fait transparent, pour un certain nombre de noms, j'ai essayé de voir s'il y avait des héritiers directs ou indirects pour leur signaler que ça pouvait arriver. Et j'ai découvert deux noms. Je pensais que c'était exactement la même liste qui m'ont un peu surpris. J'ai pas pu réagir depuis. Sur cette liste figure désormais la tombe d'Olivier Avitte. Alors Olivier Avitte, ça dit peut-être pas grand-chose aux gens qui sont autour de la table, mais c'est une personne qui a été maire de Bréa pendant 25 ans. Il est mort à 52 ans. Il a été maire pendant 25 ans, je crois qu'il est mort en 1903. La tombe est en bon état et j'avais évoqué lors d'une séance en disant ça fait partie des tombes un peu particulières. Voilà quelqu'un qui s'est donné pour la commune pendant 25 ans. Je pense que c'est le plus long mandat ou l'un des 2 ou 3 plus longs mandats depuis la création de la commune. Je crois que c'est une tombe qui n'a pas à figurer sur la liste. On ne bâtit pas le futur en ignorant le passé, quoi, là, oui, non. Sur un sujet comme ça. Olivier Avitte, quand vous allez... Alors, ce qui est un peu plus embêtant, c'est quand vous allez dans le cimetière, la tombe de Nicolas Avitte, elle est en bon état. Elle est en bon état et c'est marqué dessus à la fois sa qualité d'ancien de maire et la durée de son mandat. Et elle a été rajoutée, je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas? Est-ce qu'il est possible, par rapport au procès verbal qui a été fait récemment, de supprimer... Moi, je n'aurais pas de problème à suivre votre commentaire et à ce que la commune se charge de l'entretien si la tombe n'est pas entretenue. Mais est-ce qu'on peut le faire? Elle est effectivement dans l'allée, sur la partie droite de l'allée. Mais une fois de plus, une tombe perpétuelle en bon état. Elle est en bon état. Du maire, probablement, qui a eu la plus longue mandature, c'est moralement pas possible.
Non, j'ai pas de problème avec votre commentaire, mais Ce que je voulais simplement, est-ce qu'on ajouter, peut le c'est que faire? Si on n'a pas d'ayant droit pour prendre soin, le fait que la mairie la reprenne en son nom et que ce soit reconnu comme une concession reprise par la mairie, c'est pas. Enfin, le fait que la commune reprenne la concession n'oblige pas à faire la reprise de la parcelle, quoi. Ouais, bah, il est sur la liste. Hein. La liste c'est abandon d'une concession et puis on passe à l'étape suivante qui est le déplacement et avoir une allée de concession alignée. Si on a mis la tombe de Semer en 1903 là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, c'est qu'on a jugé qu'entre le rétrécissement très relatif de l'allée et la création d'une concession, il y avait un arbitrage qui a été fait. Alors, on peut faire un arbitrage différent plus d'un siècle plus loin, mais je ne pense pas qu'il faille le faire. Voilà. Quand je dis je ne pense pas, je suis même sûr qu'il ne faut pas le faire. Et vous pensez qu'on peut enlever de la liste? Ah, je sais pas. Je connais pas assez la procédure en la matière, mais en tout cas. Bon, mais je suis d'accord avec vous. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne une délibération sur toutes les autres concessions, qu'on réétudie le cas de cette concession spécifique. Je vous demanderai d'en enlever une deuxième. Une deuxième pour des raisons qui sont différentes. Chacun a la liste devant soi. C'est un nom qui n'était pas sur la liste qui m'avait été communiquée, qui est sur le cimetière marin 2A, la tombe numéro 28. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette tombe, mais à tout le moins, une personne représentative d'une certaine période, mort depuis pas si longtemps, et que l'on reprend, alors peut-être pour des bonnes raisons techniques, hein, mais je pense qu'il vaut mieux s'assurer avant de voter cette reprise que tous les personnes, tous les ayants droit, sont bien au courant. Et c'est un sujet qui est un peu délicat. Oui, je suis d'accord. Et alors, pour donner un éclairage un peu particulier, c'est un nom qui m'a été évoqué une fois alors qu'il n'apparaissait pas dans le film que l'on a pu voir pour un certain nombre d'entre nous samedi. C'est un nom qui m'a été évoqué à ce moment-là. Ça peut être c'est un sujet qu'il faut traiter avec doigté, je pense. Ok, donc moi je suis d'accord avec vous de n'approuver que en fait 15 reprises de concession, de réétudier les deux tombes que vous avez signalées, à savoir la 144 du cimetière de l'église et la 28 du cimetière marin 2A. Et j'étais parti pour passer sur ce point-là en préparant le conseil hier parce qu'on m'avait transmis une liste et ça, c'est deux noms qui ont été rajoutés, mais une fois de plus, peut-être pour des bonnes raisons, mais qui posent. On va vérifier. On vous donnera les raisons. Il faut vérifier. Je crois comprendre qu'il peut y avoir sur la liste. Ok, donc on va vérifier. Donc je propose comme délibération d'approuver la reprise la constatation d'état d'abandon de 15 concessions et de reprendre l'étude pour la tombe numéro 144 du cimetière de l'église et la tombe numéro 28 du cimetière marin 2A. Qui vote pour? Merci. Donc cette déclaration est approuvée à l'unanimité. Le point suivant
C'est le projet de classement du massif des Landes et forêts de l'île de Bréhat. Alors, sur ce point, on a été en fait convoqué avec un certain nombre d'autres communes à Saint-Brieuc il y a environ un mois, où il nous a été proposé de rentrer dans une procédure de classement du massif des Landes et forêts de l'île de Bréhat. Mais je vais passer la parole à Marion qui va vous donner les détails de ce sujet. Vas-y Marion. Oui, donc c'est dans le cadre d'un travail à l'échelle du département où les landes et forêts qui posent des problèmes autour de la lutte contre les incendies ont été répertoriés et puis sont proposés au classement. Donc les critères, c'était en général des tailles des grands massifs forestiers ou de landes. Pour nous, c'était aussi l'imbrication avec la fréquentation ou les habitations dans ces massifs qui ne sont pas si grands que ça. Bref, on a vu ce qu'ils mettent là, c'était lors d'une 60aine d'hectares, ce qui est beaucoup plus petit que la plupart des massifs forestiers ou de landes du continent. Et puis nous, le troisième aspect problématique, c'est l'accès pour les pompiers. Concrètement, quand il y a un feu de lande, c'est très difficile, il y a peu d'accès à l'eau, etc. Donc, il nous a été proposé, déjà on a été consulté pour savoir est-ce qu'effectivement c'est judicieux de réfléchir à ce classement pour nos landes. Et on a pensé, au vu de cette difficulté d'accès, que c'était intéressant d'aller plus loin dans la démarche. Donc là, maintenant, on arrive à l'étape suivante où il faut un avis officiel du conseil municipal pour demander le classement. Donc, ce qu'implique ce classement, c'est de réaliser un plan plus détaillé du massif forestier, entre guillemets, donc du massif de Landes. Et ensuite, le préfet prendra un arrêté pour faire appliquer une obligation légale de débroussaillement autour des habitations qui sont voisines des landes et autour des voiries. Donc l'idée, c'est un périmètre de protection autour des habitations pour éviter que du feu, d'un barbecue, je ne sais pas, ou du fait des personnes qui font des activités autour de leur habitation puissent être communiquées aux landes et ensuite être difficiles à freiner. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui est impliqué, c'est des restrictions de circulation dans les zones à risque en cas de période de sécheresse, par exemple. Donc là, c'est aussi la préfecture qui prendrait des arrêtés à ces moments-là. Et ouais, quelque chose qu'on n'a pas cité depuis le début, c'est toute cette réflexion de prévention des incendies a émergé au moment de l'année de canicule où il y a eu déjà pas mal d'incendies, y compris en Bretagne. Et on pense qu'avec les effets du changement climatique, ces incendies pourraient être plus fréquents à l'avenir. Donc c'est intéressant de prévenir plutôt que d'avoir du mal à limiter les dégâts quand un feu se déclare. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à propos de ça? Ouais, ce que conseille la DDTM, là, c'est de travailler en partenariat avec les pompiers, enfin les pompiers et les propriétaires pour impliquer au maximum la population concernée pour que ces mesures préventives soient effectivement appliquées. Et donc, il y a des aides à l'animation qui sont proposées, mais là, c'est peut-être le point où j'ai un petit doute, c'est sur notre capacité à assumer la mise en place d'un tel dispositif concrètement sur Bréhat. Voilà, donc c'est à réfléchir ensemble, quoi. Alors, donc on n'a pas pris d'initiative sur ce sujet. On a été en fait appelé par la préfecture. À la réunion à laquelle nous avons assisté, il y avait un certain nombre de communes qui étaient en général représentées par leur maire ou par les
les adjoints en charge de la sécurité, et il avait bien été dit, et bien évidemment, les services de justice assistaient à cette réunion, et ce sont eux qui nous ont expliqué que Bréa avait été mis dans la liste des communes proposées pour être classées en risque incendie de forêt et landes, du fait de la difficulté à accéder à l'île et à pouvoir organiser une lutte contre un incendie qui serait déclaré dans les Landes. Donc c'est un aspect particulier. On n'est pas dans la même situation que les autres communes qui ont été appelées. Donc moi j'avais en tête l'incendie qui avait eu lieu au camp des Belges, il y a de ça maintenant, je pense, 7-8 ans peut-être, où effectivement l'accès des pompiers à marée basse et les renforts qui sont venus de Paimpol, tout équipé, et où certains bénévoles ont organisé des transports par tracteur pour les acheminer jusqu'au nord de l'île. Ça avait été quand même assez difficile, et en fait la lutte contre cet incendie avait duré toute la nuit. Bon, et moi c'est ce souvenir qui m'a fait penser que effectivement le SDIS, dans son analyse, de dire Bréa, vous êtes mis dans cette liste parce que vous avez une sensibilité particulière à l'accès des moyens de lutte incendie, ça m'a paru parfaitement judicieux. Et ça nous permettra, si on confirme notre souhait d'être mis dans le classement en risque incendie, ça nous permettra d'avoir le soutien du SDIS pour définir un certain nombre de procédures, et puis ça nous permettra de sensibiliser les gens qui habitent près de ces deux zones, hein, parce que bien évidemment il y a que deux zones qui sont considérées. Marion, tu l'as pas dit, mais il y a la zone nord de l'île Nord, et puis il y a le Guareva avec le camping. Voilà, donc c'est une proposition qui est faite et qui, à mon avis, nous permettra de mieux traiter le risque incendie sur l'île de Bréa. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... Oui, plusieurs. Le premier, alors j'avais pas compris en le lisant, quand on en a parlé, préparer le conseil, pas compris la philosophie. La philosophie, c'est de protéger les maisons. Oui. Ouais, parce que moi, on avait cru comprendre que c'était protéger les espaces boisés ou comment dire, ou les landes. Donc c'est pour protéger les maisons. Donc c'est les périmètres autour des maisons qu'il faut. Bon. Donc je comprends bien. Deuxièmement, il suffit de regarder la carte. Il y a des endroits très très boisés qui sont exclus, et je ne comprends pas pourquoi, qui sont difficiles d'accès, c'est les îles. La Vrec, le Godec, s'il y a un incendie, il y a des arbres partout sur ces îles, ça va être... c'est compliqué d'accès, etc. Et les arbres sont proches. Pourquoi ils sont exclus? Je sais pas. Non, c'est peut-être une histoire de taille. Ils prenaient en compte la superficie totale de chaque massif. C'est pour ça que, par exemple, ils n'ont pas inclus la zone de la Croix de Modé, alors qu'il y a aussi pas mal de broussailles. Mais c'était dans l'idée que c'est une petite zone. Donc, si ça fait un incendie, c'est pas du très grand ampleur. Ah non, c'est pas. On n'est pas sur des petites zones là, à la Vrec et à le Godec. Si ça. Non, je pense que la Vrec, je pense qu'ils ont peut-être même pas connaissance qu'il y a une maison sur l'île. Je pense, hein. Ça n'a pas d'explication. Le Godec, idem. Parce que ça peut se propager. Les arbres ne sont pas tout autour de la maison. Oui, il y a des vents d'est. Hein? Non, mais c'est une remarque. Toutes les îles sont affectées. Il y a quelques années, il y a eu sur Aguenaz. Oui, tout à fait. Mais il y a, par rapport à la philosophie qui a été... Pas de maison. Il n'y a pas de maison. Mais à Zérès, il y a... Il n'y a pas de maison à Raguenaz, mais juste à côté, tu as Béniguette. À Béniguette, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et il y a Béniguette aussi. Et si on raisonne protection, un grand incendie à Logodec avec du vent qui apporte les braises de l'autre côté, ça... je ne suis pas...
le pire n'est pas toujours certain, mais et heureusement. Mais le Guareva, oui, les Landes, oui, mais il y a un tas d'endroits où par vent, s'il y a un incendie, ça va se propager. Alors, je pense qu'un des intérêts d'être classé, c'est justement l'aspect sensibilisation des populations au risque. Et ça, on le fera pour l'ensemble des populations, pas seulement pour la population de l'île Nord ou proche du camping. Donc, on le fera pour tout le monde. Et je pense que, parce que c'est un processus assez interactif, on peut très bien demander à ce que dans la zone de classement, parce que ça doit se traduire par une carte des zones considérées, on rajoute Beniguet pour sûr, je pense Logodec, la question sur l'Avrec, il faudra l'évaluer. Sur l'Avrec, alors là je vais être là aussi très direct, il y a des arbres tout autour d'une rue gallo-romaine qui est l'une des plus grandes de Bretagne. S'il y a un incendie, ça va mettre à bas un bâtiment qui est là depuis 1500 ans. Alors tout le monde s'en fiche peut-être, mais c'est un intérêt patrimonial important. Non, mais c'est un bon argument. Et ça peut traverser. Alors, il ne faut pas rajouter des réglementations et des réglementations, il faut au moins y réfléchir par rapport aux objectifs. Si c'est les maisons d'habitation, ben, il faut regarder les maisons d'habitation. Mais la zone, autant autour du Guareva, pourquoi pas, mais à Notkoven, il y a peut-être moins de risques pour les maisons. La zone me paraît grande, là, par exemple. Ah oui, la grande zone entourée de rouge, là. Oui, Guareva, oui, si ça brûle, ça. Mais il y a une partie du port clos qui est englobée, qui est moins accidentogène que les zones juste au-dessus qui sont tout en vert, quoi. Et surtout plus facile d'accès pour les pompiers. Plus facile d'accès. Comment ? Mais je pense qu'on Il y a certainement moyen de rediscuter avec le SDIS et tout. Le principe qui nous a été présenté, c'est que avec les fameuses OLD, les obligations légales de débroussaillement, c'est que et si vous êtes classé, ça oblige à effectivement traiter un périmètre de 50 mètres autour des habitations. Et le traiter de manière... C'est 50 mètres. C'est 50 mètres. 50 mètres à Bréa, ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Et les obligations légales de débroussaillement, ça veut dire que si, par exemple, un propriétaire d'une partie qui devrait être débroussaillée ne le fait pas, l'obligation est transférée au propriétaire ou à d'autres personnes. Donc, ça permet quand même d'obliger, dans certaines situations, des gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas s'il n'y avait pas une obligation légale. Alors, dernière remarque, et peut-être la plus importante. Avant de voter ou pas ce point, nous ne voudrions pas que la commune utilise ce classement et la nécessité de débroussailler pour vendre des terrains communaux situés dans ce périmètre. Bien noté. Et vous répondez quoi à ça ? Non, c'est pas du tout l'intention et je note votre commentaire, mais j'y avais même pas pensé. On commence à être méfiant. Donc, Alors une autre petite remarque qui peut être aussi intéressante, c'est que ça peut obliger aussi, si le SDIS est partie prenante dans cette chose, d'apporter à la commune de Bréa et au CIS Bréa les moyens nécessaires pour pouvoir intervenir le plus possible, le plus rapidement possible, avec des moyens qui soient pas les mêmes que sur le continent bien sûr, mais voilà, là on se déplace en tracteur actuellement pour aller dans un feu. Donc voilà, si en effet ça peut avoir une obligation de faire certaines choses pour les habitations et pour les gens qui ont des maisons, mais ça peut aussi obliger aussi les services de l'État à nous donner les moyens qu'il faut pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Ça peut être aussi quelque chose de bénéfique pour nous. Bonne journée. Belle Jeep comme dans le temps. Non. Une belle Jeep comme dans le temps. J'aurais aussi deux commentaires lors de la réunion. Je ne sais pas si on avait vu une carte aussi détaillée, mais en tout cas, je n'avais pas vu les détails. Mais il y aura effectivement des choses à revoir. Là, il y a des petites zones d'obligation légale de débroussaillement dans le nord où je vois pas qu'il y ait des maisons à proximité. Enfin, ça a été fait par photo aérienne, tout ça. Donc, faudra dans tous les cas affiner un peu.
Et puis, Non, mais il est bien précisé, hein, que le document stratégique pour le massif sera élaboré en concertation élargie avec les élus locaux, les propriétaires et l'ensemble des acteurs de la DFCI pour s'assurer de son appropriation et de sa mise en œuvre par tous. Donc, en fait, là, ce dont on parle, c'est d'approuver le classement de l'île de Bréhat pour ces massifs forestiers dans le cadre du risque incendie de forêt et de landes. Et après, il y a tout un travail à faire pour décliner ce que ça veut dire. et l'autre précision, c'est que l'obligation de débroussaillement s'applique aux propriétaires de la maison, quel que soit le propriétaire de la broussaille qui est autour. Ça, c'est assez surprenant. Mais... Alors, si le propriétaire de la broussaille autour refuse de le faire. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Écoutez, je propose de passer au vote sur donc l'approbation du classement de l'île de Bréhat dans le cadre des massifs des risques incendie de forêt et de landes. Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est la demande de subvention pour la réalisation de la ZMEL. Et c'est une demande de subvention vis-à-vis de l'État. Pour vous faire un résumé sur la ZMEL, il y a eu donc un travail assez important qui a été fait avec, d'une part, le département, un bureau d'études qui nous a aidé à définir ce dont on aurait besoin pour créer des zones de ZMEL. Tout le travail technique est maintenant terminé et on a eu une discussion récemment avec la DDFIP parce qu'il fallait convenir du montant de la redevance que la commune verserait à la DDFIP pour l'occupation du domaine public maritime dans les zones de mouillage et d'équipement léger. On a eu une discussion assez difficile avec la DDFIP parce que depuis le début de ce projet, la position de la commune a toujours été de dire qu'on était favorable à la création de ZMEL sous réserve que ça ne coûte pas 1 euro à la commune. Et quand on dit que ça ne devait pas coûter 1 euro à la commune, il fallait que notamment les coûts liés au fait qu'on aurait plus de mouillage à gérer soient bien pris en compte dans l'évaluation des coûts. La DDFIP a pris une attitude extrêmement ferme et a refusé d'accepter ce principe, arguant que si on avait au bout de 2-3 ans une position déficitaire sur ce projet ZMEL, il nous suffisait de faire un emprunt. Donc on a prévenu qu'on allait arrêter toutes les discussions. Et le département a souhaité que l'on prenne pas cette position et a proposé de nous aider à réaliser les ZMEL. La position déficitaire de la commune était due au fait que, en créant la ZMEL, il y a un certain nombre d'équipements à mettre en place. Bien évidemment, ces équipements ont un coût. Et quand on regardait sur 3 ans, on n'arrivait pas à amortir les coûts d'équipement qu'on mettait en place par la différence entre les redevances que la commune touchera et la redevance que la commune versera à la DDFIP. Et donc le département nous a proposé... La DDTM. Oui, le département, la DDTM, dans le cadre du département des Côtes-d'Armor, nous a proposé de demander une subvention qui nous permettrait, au bout de 3 ans, d'être bénéficiaire sur ce projet. Donc, a priori, on a dit d'accord. On a demandé à ce qu'il y ait en plus une clause de revoyure au bout de 3 ans pour s'assurer que ça n'aura effectivement pas coûté 1 euro à la commune. Et donc, le point de ce conseil municipal, c'est de formaliser une demande de subvention auprès donc de l'État
pour un montant de 35 000 euros qui nous permettra de rester positif. Et on a bien précisé qu'on ne ferait plus aucune démarche tant qu'on n'aura pas la confirmation que ce projet peut rester positif. Donc il y a une certaine urgence à faire cette demande de subvention pour que l'État puisse nous répondre rapidement sur le... Et par écrit sur le fait qu'on aura bien une subvention de 35 000 euros correspondant à des coûts de 70 000 euros d'installation de différents équipements. Donc la situation a évolué depuis le dernier conseil municipal où vous nous aviez dit que... Oui. Il y avait eu un engagement à l'origine de l'État représenté par la DTM de faire le ménage dans les mouillages sauvages avant le transfert à la commune. Cet engagement-là tient toujours. Oui, et il a été fait en partie, et il y a eu des jugements. Il y a eu, sur certains mouillages qui étaient litigieux, il y a eu des jugements. Et il y a notamment des mouillages qui devront se redéplacer depuis l'endroit où ils sont aujourd'hui dans une ZML. Donc au moment où ça sera transféré à la commune, ça sera clair. Il n'y aura pas de contentieux. Et on pense que dans la convention également, on mettra les augmentations, c'est-à-dire qui ne pourront pas être anarchiques et qui ne pourront pas nous augmenter les redevances qu'on aura eu avec eux de n'importe quelle manière. Et d'une, et deuxièmement, je pense que la VTM, enfin la région a besoin de nous comme vitrine, quoi. C'est vrai qu'on essaye de ne pas se laisser faire parce que on serait une vitrine pour les autres villes qui veulent faire une zone mail. Non, alors c'est l'inverse. En fait. L'État cherche à se désengager, très clairement, en redonnant on peut appeler ça une compétence, cette compétence gestion des mouillages, pardon. C'est une compétence. Oui. Aux communes. Il y a des coûts associés avec ce transfert de compétences, et nous, depuis le début, on a dit oui, on est d'accord, parce que ça donnerait quand même beaucoup de souplesse. Et puis dans la négociation qu'on a fait avec eux, pour votre information, on parle d'un transfert de 141 mouillages. Là, aujourd'hui, il y en a 91 d'occupés. On se redonnerait un matelas d'environ 50 mouillages pour satisfaire des demandes diverses et variées qu'on peut avoir de la part des usagers autour de discussion qu'on a eue avec eux, c'était qu'ils ne nous facturent pas. Oui, la redevance. Voilà, c'est ça, exactement. Ceux qui sont payés, pas sûr. Voilà, tout à fait. Comme la DDFIP est assez rigide, en fait, ils nous facturent une année à 141 mouillages avec le tarif pour chacun des mouillages. Et l'année suivante, on fait une correction qui prendra en compte le nombre réel de mouillages utilisés. Donc tout ça, ça a été discuté en long, en large et en travers. Mais aujourd'hui, donc le point, c'est vous demandez l'approbation pour demander cette subvention qui devrait, je pense, débloquer l'avancée de ce projet qui autrement est complètement bloqué. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? On peut passer au vote. Donc qui est pour l'approbation de la demande de subvention à l'État pour la réalisation des ZML? Qui vote pour? Merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, ce sont les informations du maire. Donc la première, c'était sur la délégation de services publics en eau potable. On a déjà pas mal parlé, donc il faut absolument qu'on ait un contrat en place pour le 1er janvier 2025. Actuellement, le travail de préparation de contrat et les autres démarches de notification sont en cours et doivent nous permettre effectivement de tenir le délai du 1er janvier 2025. Donc, l'approbation de cette délégation de service public aura lieu lors du prochain conseil municipal qui lui-même aura lieu à la mi-décembre. Et dans le cadre d'une délégation de service public, les conseillers municipaux doivent recevoir tous les documents 15 jours avant
le conseil municipal pour avoir le temps de les étudier. Donc on a vérifié et en fait on peut transmettre tous ces documents par voie dématérialisée. Et compte tenu de l'importance et du volume de documents, c'est ce qui sera fait. Vous recevrez tous les documents par voie dématérialisée au moins 15 jours avant la date du prochain conseil. Voilà ce qu'on peut dire sur la délégation de services publics. Information pour dimanche prochain, donc le repas des anciens aura bien lieu dimanche 17 novembre à 12h30. Il aura lieu à la salle polyvalente, comme les années précédentes. Et nous attendons une 60aine de nos anciens pour participer à ce repas. Le point suivant, c'est la consultation pour le matériel de transport et de compactage des déchets. Donc, on est toujours en phase de clarification d'une offre technique et commerciale pour un compacteur qui serait utilisé pour le tri sélectif, c'est-à-dire pour les emballages. Et on pense être clair sur ce sujet, soit en fin d'année 2024, soit au mois de janvier 2025. Le point suivant, c'est que suite à la demande de certaines personnes, nous allons remettre en route la voiture municipale le mercredi matin pour permettre à nos anciens de venir au bourg, de faire leurs courses, de voir les gens qu'ils souhaitent voir et de rentrer chez eux. Donc, soit à partir, je ne sais pas si on le fait dès demain, mais on va remettre en route. On a actuellement, on avait arrêté parce qu'il n'y avait plus qu'une personne qui utilisait ce service. On a actuellement 2 demandes supplémentaires et on considère que 3 personnes justifient tout à fait le fait de remettre ce service en action. Voilà, dernier point. Monsieur Lepage, vous avez fait un commentaire sur l'entretien des espaces la dernière fois. Donc j'ai regardé d'un peu plus près. Il est exact qu'il y a un certain nombre de ronces, etc. qui poussent. Alors c'est pas toujours des ronces qui poussent sur des terrains communaux. Et vous avez peut-être vu qu'à Ploubaz-Lanec, ils ont pris une attitude radicale en prenant un arrêté tout récemment qui demande, qui impose même, parce qu'il est assez ferme comme arrêté, aux particuliers d'entretenir leurs espaces verts et aussi les abords, notamment sur la voie publique en face de chez eux. Alors on pense pas aller jusqu'à là, mais en fait en regardant, parce que votre commentaire la dernière fois m'avait un petit peu interpellé. Je pense que la commune doit faire sa part, mais il y a pas mal de ronces et de mauvaises herbes, on va dire, qui poussent sur des parcelles privées. Et donc, je voulais juste profiter de ce conseil pour rappeler aux gens que tout ce qui concerne les haies, etc., l'entretien ne peut pas être fait par la commune, mais doit être fait par chacun des propriétaires. Voilà ce que j'avais en information du maire. Donc, je propose de passer au dernier point qui est questions diverses, si vous en avez. Oui, je peux avoir une question sur le PAT. Vous avez fait une réunion il y a 3 semaines, une information. Vous n'avez pas débriefé dessus au conseil. Il y aura une suite à ça Une suite au PAT, tu veux dire, ou une suite ou un débrief au conseil? Un débrief, parce que j'aurai des commentaires à faire, mais c'est mieux après un débrief que là de but en blanc comme ça. Mais, ouais, qu'on prévoit un bilan. Ça peut être bien aussi. Un conseil. Moi qui vais faire notre porte-parole, mais. Ouais, bah, pourquoi pas. On a fait donc une réunion publique pour présenter un petit peu ce qui avait été fait et on a un dernier comité de pilotage avec donc les instances du ministère de l'Agriculture d'ici une semaine, lundi prochain. Donc ce que je vous propose, c'est qu'après Scopil, qui devrait acter la fin de la première phase du PAT, on fasse un point en conseil lors du conseil du mois de décembre. Très bien. On aura fait le dernier Copil et on pourra vous faire un point
général sur les 3 ans passés sur le PAT. Très bien. D'autres questions? Un petit point sur ce week-end avec le mois du doc, en précisant que je pense que ça a été une réussite. Les 4 documentaires qui ont été projetés ont été appréciés par les gens qui ont participé. Et je pense que ce week-end, ça a été un moment de réflexion festif et très intéressant. Et encore une fois, le mois du doc, c'est une belle réussite. En tout cas, fin mi-novembre, comme ça, de faire ce genre de choses, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de Bréatins, beaucoup de gens qui sont là à l'année ou des résidents secondaires qui ont participé. Donc, bravo aux organisateurs, en tout cas. Et d'autre part, je pense qu'il y a eu un documentaire qui a été particulièrement apprécié, c'est celui sur les services de secours bréatins dans les années 67. Et les droits de ce film ont été acquis par l'Amicale laïque pour 5 ans. Ce qui va nous permettre de rediffuser ce film si on y voit un intérêt dans certaines manifestations. Et je pense particulièrement à une manifestation qu'on ferait conjointement avec la SNSM. On a à disposition ce film qui a vu une participation très importante, qui a été rediffusé le dimanche, après avoir été diffusé le samedi. Et je pense qu'il a été remarqué par l'ensemble des Bréatins. Donc on a ce film à disposition s'il y avait une opportunité de le rediffuser. Mais tu as raison, Stéphane, c'était un très bon week-end. Et on peut remercier l'Amicale laïque et tous les bénévoles qui ont participé à cet événement. Les organisateurs du festival, Tifilm, et puis le comité de sélection sur l'île, là, ils sont 4 ou 5, et à chaque fois, ils choisissent des films qui sont très, très intéressants. D'autres points? D'autres questions? Bonne participation aussi à la cérémonie du 11 novembre. Oui, donc oui, il y avait une participation assez importante hier à la manifestation, donc c'est très bien. Et donc j'en profite pour rappeler que l'idée est de faire une manifestation un peu plus importante pour le 8 mai 2025, qui correspondra au 80e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Et on est en train de préparer une organisation pour marquer ce 80e anniversaire. On vous donnera des nouvelles là-dessus. On a pour objectif d'être clair sur ce sujet fin janvier 2025 et avoir pris toutes les autorisations et avoir réservé ce que l'on souhaite réserver pour que cet événement soit effectivement un peu remarquable par rapport à ce qu'on fait chaque année. Voilà. Et s'il n'y a plus de questions, il est 14h38 et je propose de clore ce séminaire. En vous remerciant.